Alors, on en a dégagé trois principaux là, dans ces travaux de recherche. Le premier, c'est qu'on n'a pas un exode rural massif en fait, du rural vers l'urbain. Les espaces des tribus restent des espaces, sont des espaces plutôt monétarisés et qu'aujourd'hui la coutume reste très importante. Les géographes de l'Université de la Nouvelle-Calédonie ont étudié sur différents recensements, en fait sur une période longue. Le constat, c'est que les tribus ne sont pas vidées systématiquement vers les villages ou vers Nouméa. Le constat, c'est qu'on a déjà une démographie qui est toujours assez dynamique et surtout que les gens ont développé des stratégies avec plusieurs résidences, à la fois justement en tribu et en ville. Et ça, c'est important à avoir en tête parce que ça signifie que, que beaucoup de richesses circulent entre le rural et l'urbain, entre ces tribus et les villes. Et également tout ce qui va être capital humain qui est créé avec le développement des formations. Donc une circulation de la richesse accrue. Dans les années 90, le constat c'était que les tribus étaient assez peu, qu'il y avait peu d'argent qui circulait dans les tribus et que potentiellement elles allaient aller vers une monétarisation via la commercialisation des produits agricoles. Aujourd'hui, et l'enquête sur l'agriculture en tribu qui a été réalisée par l'IAC, le constat, c'est que l'argent provient des revenus du salariat ou de l'entrepreneuriat en tribu. Donc on a vraiment des phénomènes qui sont différents de ceux qu'on aurait pu anticiper. Il y avait une hypothèse qui était formulée qu'avec cette monétarisation, ça allait entraîner une disparition de la coutume. Et là encore, l'enquête agriculture en tribu, elle montre que l'agriculture est toujours importante. Alors certes, hein, les superficies cultivées sont bien moindres que celles dans les années 50, mais quand même, on voit un maintien de ces activités agricoles en termes de temps passé et en termes de quantité, et que ces produits qui sont à la fois cultivés, pêchés, chassés, parce qu'on pense agriculture au sens large, elles ont pour vocation surtout à être autoconsommées et à être données. Et ça signifie que ces pratiques qui sont associées à la coutume restent très importantes et aussi, là aussi tous les savoir-faire, le capital culturel qu'il y a autour est maintenu et continue à être vivant. Alors les acquis de la période hein, des accords, en fait, partant de 88 jusqu'à aujourd'hui, le premier acquis évident, c'est quand même le niveau de capital humain, en fait, et donc l'accessibilité pour les populations à des services de santé, d'éducation, d'activités sportives, etc. En particulier au nord, mais pas seulement. Et tous les indicateurs de développement social se sont quand même très très largement améliorés. Et pour le coup, là, on a eu vraiment une modification assez forte du pays. Santé, éducation, sport, il faut ajouter aussi la mobilité. Les gens peuvent se déplacer beaucoup plus facilement. Les infrastructures sociales, en fait, on va dire, c'est un réel acquis. La Nouvelle-Calédonie a maintenant des atouts particuliers pour avancer. On ne peut pas ne pas citer la réforme foncière, qui a commencé certes avant les accords Matignon-Oudinot, en 1978, mais sur la période, on a eu un doublement de la surface en terre coutumière. Donc il y a effectivement eu un reversement, un rééquilibrage assez fort de ce point de vue-là. Alors, les problèmes ne sont pas résolus, il y a encore énormément de questions qui se posent sur l'aménagement des terres coutumières et qu'est-ce qu'on en fait en termes d'aménagement du territoire. Mais en tout cas, on voit qu'on a cette base-là qui est faite et on peut vraiment le considérer comme un acquis fort pour affronter les défis du futur. On peut discuter de l'organisation et de l'architecture politique et institutionnelle. En tout cas, ce qui s'est passé à l'intérieur des provinces, pour nous, c'est un véritable acquis, en ce sens que chaque province a su d'abord se doter d'une administration assez forte, faire tourner une région, faire tourner leur province, et aussi innover dans les instruments de développement sur leur territoire. Et on a vu émerger des visions du monde, des stratégies de développement, des orientations politiques particulières et des instruments de politique publique très concrètes, en particulier sur les appuis au développement local, qui, s'ils ne sont pas parfaits, évidemment, s'ils sont largement perfectibles, en tout cas forment un socle assez solide pour affronter l'avenir là aussi. Ce surplus d'autonomie en fait pendant la période et ces compétences fortes données aux provinces ont permis aussi d'élargir les façons d'exercer le pouvoir
et du coup a pu permettre d'aller plus loin et de complexifier un peu la réflexion, notamment sur la question de la rente minière, sur la question de l'aménagement du territoire, sur la question des mobilités, sur la question de la place de la Nouvelle-Calédonie dans son environnement régional. Tout ça, c'est aussi lié au fait qu'il y a pu avoir une prise en main des décisions et des instruments politiques localement. Eh bien, tout d'abord, il conviendrait de poursuivre, d'approfondir un certain nombre de réformes structurelles, en particulier les réformes de redistribution du pouvoir économique, qui restent encore dans de nombreux secteurs aux mains de ce que Jean Fraisse a appelé les oligopoles, quelques grands acteurs. Et des opportunités existent, puisqu'il y a eu quand même une profonde reconfiguration du monde des affaires, mais aussi une importante professionnalisation. Par ailleurs, il convient également de dépasser peut-être le modèle consociatif qui a été mis en œuvre à travers les accords, qui a permis certes de restaurer la paix, de permettre à chacun d'accéder à des responsabilités politiques. Mais aujourd'hui, on voit aussi très bien les limites de ce modèle et cette recherche donc de consensus qui très souvent bloque ou rend difficile en tout cas l'adoption d'une stratégie pays. C'est particulièrement vrai dans le secteur du nickel où malheureusement il y a actuellement 3 différentes stratégies de captation de la rente nickel qui coexistent sur le territoire. Soit donc la stratégie qui vise à capter la rente à travers la fiscalité minière sur les usines métallurgiques, à travers l'IS 35. Deuxième stratégie, c'est une stratégie de prise de participation publique dans les usines métallurgiques. Et troisième stratégie, donc, et c'est la stratégie qui consiste à exporter du minerai brut en négociant une part fixe ou évolutive du prix de vente du nickel sur les marchés. Alors, indépendamment de l'efficacité respective de chacune de ces stratégies pour capter la rente nickel, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le fait que ces 3 stratégies coexistent sur le territoire, eh bien, ça rend les choses particulièrement difficiles et surtout, ça ne plaide pas pour la Nouvelle-Calédonie du point de vue donc, de sa voix sur le marché du nickel. De façon générale, donc, que ce soit dans le secteur du nickel ou dans d'autres secteurs de l'économie, on a vraiment un problème donc de mise en cohérence des différentes initiatives provinciales, communales, et il y a une nécessité d'avoir une meilleure planification des investissements. C'est le cas par exemple dans de très nombreuses filières, l'aquaculture ou encore certaines filières agricoles. De façon plus générale, donc, il est important de mettre en place des politiques publiques qui soient très volontaristes, qui dépassent le court-termisme électoraliste pour vraiment jouer un rôle. Aujourd'hui, on est en train de réhabiliter le rôle de l'État dans les politiques de développement et on se rend compte que voilà, il n'y a pas de fatalité, mais qu'en mettant en place des politiques publiques volontaristes, on peut mettre un nouveau modèle de développement économique en œuvre. Alors, dans le cadre de cet ouvrage et par rapport à l'histoire de Nouvelle-Calédonie, on se rend compte en fait que la Nouvelle-Calédonie est confrontée à un handicap qui est commun aux petites économies insulaires en développement, à savoir un handicap de compétitivité, la difficulté de pouvoir surmonter souvent l'éloignement, la petite taille du marché, pour réussir à se positionner sur des secteurs à l'exportation qui soient compétitifs. La Nouvelle-Calédonie n'a pas réussi, pas plus que beaucoup d'autres petites économies insulaires en développement, à diversifier son économie. Il nous semble que la Nouvelle-Calédonie peut assurer un développement soutenable en allant exploiter son patrimoine. Pourquoi le patrimoine? Parce que le patrimoine recouvre des éléments uniques de valorisation, qu'ils soient naturels ou culturels d'ailleurs, qui permet de produire et de valoriser, d'exporter, d'attirer des touristes sur des produits qui sont uniques. Ça permet d'échapper à la concurrence par les prix et donc d'occuper une niche sur le marché mondial, même une petite niche sur un marché mondial, c'est extrêmement
rémunérateur. Donc ce serait une stratégie, une voie de développement possible, ce qu'on a appelé un développement patrimonial, qui a en même temps l'intérêt d'attirer l'attention sur le fait que ce patrimoine, eh bien, il faut le transmettre aux générations futures, c'est ce qu'on appelle la thématique de la soutenabilité, et qu'en même temps il est possible d'utiliser ce patrimoine, de le valoriser de façon intelligente et cohérente, et d'autre part qu'il est indispensable pour assurer le développement à plus long terme du pays, d'investir dans ce patrimoine, c'est-à-dire éviter, échapper aux dynamiques d'homogénéisation des produits, garder la spécificité de ce patrimoine pour le valoriser.